Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Made in Foot où on va débriefer cette 25e journée de Ligue 1. Aujourd'hui, comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Nous sommes 4 aujourd'hui pour débriefer de toutes ces rencontres du week-end. Je commence comme d'habitude avec Leandro. Salut Leandro, ça va? Salut Julien, salut tout le monde. Bonne nouvelle, Nîmes a quitté la dernière place de la Ligue 1 après sa victoire face à Dijon. J'imagine que t'es de très bonne humeur. Bah écoute, on est vainqueur du Classico des nuls, donc je suis très heureux et très fier. Allez Nîmes, fuck Dijon. Et pire en plus, c'est que c'est vrai, c'est que c'était vraiment en face, c'était vraiment nul quoi. Genre, il y a pas grand chose en face. Je pense qu'on parlera pas forcément de la première mi-temps de cette rencontre. Non, oui, la première mi-temps, je pense qu'elle est oubliée dans tous les cas, mais au moins Nîmes méritait quelque chose. Exactement, et on pourra parler de l'entrée du Prince Eliasson qui a tout changé. Voilà. On retrouve aussi Maxime qui cette semaine sera pas aussi heureux que d'habitude. Salut Maxime. Salut Julien. Non, pas de victoire ce week-end, mais bon, la série d'invincibilité en 2021 se poursuit. Bon, on va dire que Monaco a montré un beau visage pour arracher ce match nul malgré un visage décevant pendant 80 minutes. Quoi. Oui, bah comme Niko Kovac a dit, il a salué la réaction des joueurs. On fera pareil à suivre dans le podcast. Ouais, on retient ces petites choses-là. Et enfin, on retrouve Doumam. Salut Doumam, comment tu vas? Moi, je vais super bien. Je suis super content. J'ai passé un bon week-end. Alors, d'un côté, je suis super content pour Montpellier. Super content pour Eli Wahi, encore une fois. Je vais encore parler de lui. Voilà, on tient notre crack là. Je suis content. Après, Paris, voilà, on en parlera plus tard. Petite victoire pour se mettre en confiance. Ouais, pour se mettre en confiance ou pas. Hein. Moi, je suis un peu en panique, mais bon, on en parlera. On va en parler très bien. Donc, on commence comme d'habitude avec un petit récap de tous les résultats de cette 25e journée qui a commencé samedi puisque il y a eu des matchs de Coupe de France en semaine. Donc, ça a commencé à 17h avec le PSG qui s'est imposé 2-1 face à l'OGC Nice. Des Parisiens qui sont quand même fait peur. Ils menaient 1-0. Nice est revenu dans la partie grâce à un but de Lopez. Gouiri tape la barre et Paris finit finalement par réagir sur un beau but collectif, on va dire. À noter que c'est quand même la seule victoire à domicile de cette 25e journée. C'était une journée assez spéciale, non, Leandro? Oui, bah c'était une journée assez spéciale puisque du coup, bah comme tu l'as dit, une seule victoire à domicile. Je crois que c'était pas arrivé depuis je ne sais combien d'années. Donc non, puis c'était un peu la journée où tous les gros se sont un peu rétamés, si ce n'est Paris. Donc non, c'était une journée intéressante, on va dire quand même. Ensuite, à 19h, le Stade de Reims et Lens se sont laissés sur un score de 1 but partout. Lens a laissé quand même filer pas mal d'occasions, un penalty raté de Gaël Kakuta en première et un penalty qui aurait dû être sifflé pour les Lensois en toute fin de match. C'était un match ça joue bien au foot. Hein. Franchement, Lens, il faut les respecter. Franchement, Lens, moi j'ai vu un peu de temps. J'ai vu un peu le match, j'ai regardé de travers. Lens, c'est magnifique comment ça joue au foot. Un promu qui joue comme ça, voilà, il faut le mettre en valeur. Ça fait plaisir. Il faut que les autres coachs de Ligue 1 s'en inspirent. Merci bien. Ouais, et puis Franck Hayes fait un excellent travail, hein, c'est quand même à souligner. À 21h, le Montpellier Hérault est parti chercher la victoire sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais 2-1. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Montpellier comme ça, et Lyon à côté peut remercier Anthony Lopez de sa sortie catastrophique qui offre la victoire à Montpellier. Dimanche, on commence dès 13h avec l'AS Monaco qui était tenu en échec par Lorient, 2 buts partout. Sur le multiplex de 15h qui était de retour sur Canal+. Alors avec la petite musique, je sais pas vous si vous avez aimé, moi perso ça m'a rappelé un peu mon enfance, là, la petite musique du multiplex à chaque but. Maxime, je crois que t'as aussi adoré cette petite musique du multi. Ah oui, elle fait plaisir à entendre. Non, c'est vrai que on le disait sur Téléfoot, c'était l'équipe de journalistes était incroyable, mais là de retrouver la Ligue 1 sur Canal+, et oui, franchement, la petite musique, c'est, trop de souvenirs. Trop de souvenirs. Il faudrait l'équipe de Téléfoot avec la réalisation de Canal, et je pense que là, notre Ligue 1 serait bien meilleure en termes de production. Ouais, c'est un petit tacle, en ce début de podcast. Allez, petit tacle qui fait du bien. Voilà. Alors, un autre petit tacle, on peut commencer. Le FC Nantes, qui a changé d'entraîneur, s'est imposé. Alors, Antoine Comboiré a quasi fait aussi bien que Raymond Domenech en l'espace d'un match, c'est-à-dire qu'il a gagné une fois. Les Nantais se sont imposés 3-1 et grâce à un début canon des Canaries emmené par un Ludo Blas extraordinaire.
De leur côté, le Nîmes Olympique, enfin les Nîmois, on en a déjà parlé avec Leandro en introduction, se sont imposés dans le Classico des nuls, comme l'a dit Leandro, 2 buts à 0. Et le Racing Club de Strasbourg aussi s'est imposé à Metz 2-1. Enfin, dans la dernière rencontre de 15h, l'AS Saint-Etienne est parti s'imposer 2-0 à Rennes face à des Rennais fantomatiques, inquiétants, faibles. Les mots, je perds mes mots pour expliquer la prestation piteuse des Bretons. À 17h, Lille a été tenu en échec par le Stade Brestois 0-0. Alors c'est très rare de voir 0 but marqué par Lille et pareil pour Brest. C'est deux équipes qui aiment bien le jeu et pourtant Olivier Dalloglio a mis en place un plan qui a plutôt bien marché puisqu'il repart quand même de Lille qui est leader et qui reste leader de Ligue 1 avec un point. Et enfin, pour les plus courageux d'entre nous, ceux qui étaient pas fatigués et qui ont accepté de regarder cette purge immonde, Bordeaux et Marseille se sont laissés sur un match nul 0-0. On va reparler quand même de ce match. Il y a peut-être plus à dire en après-match, notamment avec Yacine Adli qui a fait un état des lieux clair et j'allais dire objectif de la situation à Bordeaux. On va aussi revenir sur Jean-Louis Gasset qui a été incapable de changer son équipe pour gagner à 11 contre 9, on rappelle. On va commencer tout de suite du coup avec le PSG Nice. Pour situer le contexte avec Leandro, on va un peu en parler. Voilà, Paris joue demain, à l'heure où on enregistre ce podcast, face à Barcelone. Paris a perdu Neymar aussi, faut le rappeler, mercredi en coupe. Un match qui a beaucoup fait parler. Beaucoup se demandaient pourquoi Neymar allait jouer au stade d'Ornano un soir de Coupe de France face à une équipe entraînée par Pascal Dupraz. Et voilà, la mauvaise habitude est revenue. Neymar s'est blessé aux adducteurs après avoir provoqué Steve Yago. Enfin voilà, une défaite, une blessure débile, qui va beaucoup handicaper les Parisiens. Mais bon, il y a du foot entre temps. Paris s'est mis en confiance, on va dire, face à Nice. Enfin, mis en confiance juste par le résultat avec une petite victoire de 1 parce que sur le terrain, c'était pas trop ça, Leandro, non? Ah bah, c'était carrément pas ça. Non, et puis, ça a été, assez compliqué, surtout, pour une première rencontre, tu vois, et puis, non, je pense que il faudra se reprendre. Attends, je me suis perdu, attends. Je voulais dire un truc, je me suis perdu. Attends. Non, mais après, tu vas réfléchir à tes pensées, tu reviendras nous parler. Non, mais après, c'est clair que la rencontre commence plutôt pas mal avec l'ouverture de score de Draxler à la 22e, mais c'est vrai qu'après, Paris trottine, Paris est pas trop menaçant non plus, non? Nous-mêmes, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, justement? On va parler d'abord de la première mi-temps, hein. Paris ouvre le score, mais après, une fois que le score est ouvert, Paris, il y a pas cette envie de mettre le deuxième ou pas la création même, tu vois, il manquait de la création. Draxler en tant que numéro 10, je pense pas qu'il ait gagné beaucoup de points, tu vois, pour la rencontre de mardi par exemple. Malheureusement, quoi, c'est ça qui est terrible, c'est que le mec marque un but, mais tu te dis pas que le gars va pouvoir jouer, quoi. C'est ça qui est assez énigmatique avec Draxler. Ce qu'il faut savoir avec ce joueur quand même, c'est que c'est un des joueurs les plus techniques à l'entraînement. Le staff le dit, plusieurs staffs l'ont dit quand on les consulte, quand on a un petit peu des infos, et ben ils disent que Draxler à l'entraînement c'est incroyable, mais le mec veut pas jouer au foot. Ouais, il voulait pas partir cet hiver, mais on sent qu'il a la tête ailleurs, enfin qu'il est pas forcément le plus impliqué du monde, quoi. Voilà, c'est dommage. Là, il y avait vraiment une place là contre le Barça. Il aurait pu jouer en 10. Moi, je pense que on avait vu à l'époque de Schalke, il jouait en 10. C'était un bon joueur. Mais là, je sais pas. Bon, écoute, on va pas parler non plus forcément de Draxler. Moi, je veux parler plus de l'animation défensive de Paris, qui est très inquiétante. C'est ça surtout le problème, c'est que devant la seule satisfaction qu'on a, c'est que effectivement sur le but contre Nice, on a Mbappé qui remet sur Icardi qui remet une passe décisive incroyable sur Keane, et donc ça, on a ce trio là donc qui se cherche et qui se trouve et qui est décisif. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du match. Mais sinon, l'animation défensive laisse trop à désirer. Tu l'as dit tout à l'heure, Lopez qui égalise et c'est totalement mérité. Gouiri qui tape sur la barre, mais si Gouiri c'est buts, voilà quoi, tu peux perdre le match. Donc Nice, c'est pour ça que Les Melou à la fin du match était un peu déçu, parce que je le comprends, parce qu'effectivement ils auraient pu faire ils auraient pu faire un coup au parc. Donc c'est ça qui est le problème, c'est que c'est récurrent avec Paris.
On le dit à chaque fois, c'est en enchaînant les performances. À l'époque de Laurent Blanc, on avait des 5-6-0. Là, on n'a plus ça en fait parce que on a moins d'exigences d'intensité, moins d'exigence. Moins de sérieux. Tu vois, tu vois la relance de Marquinhos qui amène le but du coup de Ronny Lopez, parce qu'on n'a pas parlé, mais alors pour le coup, quand je vois la relance, je pensais que c'était Kerrer, le pauvre. Il s'est pris un tir de ma part devant ma télé. Et au final, c'était Marquinhos et tu vois, genre ça prouve que soit ils ont déjà la tête à Barcelone, soit ils sont touchés par la blessure de Neymar qui va cruellement leur manquer, soit il y a un manque de confiance énorme, mais c'est pas rassurant avant d'aller au Camp Nou, quoi. Tu vois, genre Marquinhos qui fait ça, c'est loin d'être habituel. La seule, je vais dire, satisfaction du match, c'est de revoir Navas dans les cages, quoi. Ouais, mais je pense que t'as raison et je pense qu'il cogite. Je pense qu'effectivement, il y a trop cette espèce de panique dès que le huitième de finale ou le quart de finale arrive à Paris de Ligue des Champions. Effectivement, Marquinhos, il n'a pas du tout l'habitude de faire des erreurs comme ça. Après, vaut mieux qu'il la fasse là plutôt qu'il la fasse contre le Barça. Ah oui. Donc voilà. Mais moi je sais pas comment il va jouer. Moi personnellement, Verratti en 10, j'y crois pas du tout. C'est pas du tout un numéro 10 Verratti. Verratti, quand il est comme ça dos au jeu, il apporte rien. Quand il est face au jeu, là, il devient intéressant. Donc on sait pas. Écoutez, on verra bien. Mais c'est vrai que ce qui est récurrent avec Paris, c'est ce manque d'intensité à match, le fait de choisir les matchs en fait, c'est ça qui est dérangeant. Et surtout, c'est que il faut pouvoir enchaîner les bonnes performances pour quand on arrive au Barça, on ait l'habitude de jouer à haute intensité, quoi. Voilà. Surtout, ce qui est étonnant, c'est que tu choisis des matchs alors que t'es quand même pas premier du championnat, que t'as plus trop droit à l'erreur non plus, quoi. Enfin, bon là, Paris profite du faux pas de Lyon, on va en parler après, pour reprendre la deuxième place, mais enfin voilà, t'es quand même pas, t'as pas 10 points d'avance sur la Ligue 1, tu peux pas, là en ce moment, tu peux pas passer tes matchs. Et c'est là que tu te dis, en fait, pour l'instant, soit ils y arrivent pas, soit Pochettino les laisse un peu en gestion, enfin, c'est ça qui est bizarre, en fait. Là, t'as 2 points positifs, on va dire, que c'est Moïskine et Icardi qui ont été encore une fois, je trouve, très intéressants. Mais ça manque clairement de maîtrise comme les dernières saisons, et on peut vraiment se demander ce qui se passe, quoi. Genre, quand t'es en retard au classement, parce que le PSG nous a pas buté ces dernières années, va falloir qu'il se bouge un peu plus pour arracher les matchs et prendre les matchs faciles. Mais moi, j'ai clairement l'impression que cette saison, genre Paris vont être champions en ayant fait une saison médiocre. Et c'est ça, enfin, je m'explique, par rapport aux dernières saisons, tu vois, où il y avait cette suprématie, etc. Ah, mais t'as aucune maîtrise à chaque match, en fait, maintenant. Ouais, c'est ça. Paris, ils arrivent à en mettre 3 ou 4. C'est un match facile, tu vois, genre même pour Nice, tu te dis, en fait, ils sont pas à l'abri de se prendre un but de Gouiri, ils sont pas à l'abri de perdre le match. Attends, ils se sont pris un but de Ronny Lopez, faut l'écrire sur le calendrier, ça. Leandro qui a pris 2 buts de Ronny Lopez, mercredi. Je ne parlerai pas, on est un club ami, on aime offrir des buts, je te rappelle que Benedetto ne claque que des triplés contre Nîmes. Mais non, franchement, sincèrement, je crois que limite. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, limite, genre cette saison, c'est la première saison où on peut vraiment se dire depuis qu'il y a un enjeu avant la fin de la saison. Tu vois, on n'est pas en février, on se dit pas Paris va être champion. 2007, tu vois, même en 2007 quand Monaco gagne le titre, t'as ce côté où tu vois que Paris fait une très bonne saison, hein. Ils ont je sais pas combien, 90 points à la fin de la saison, mais Monaco est encore au-dessus et tu le sens de toute façon, j'allais dire, quand Paris perd le titre, justement contre Nice au Parc, je crois, et contre Monaco quand Bernardo égalise à la toute fin. Max, tu me diras si je me trompe, mais je crois que c'est comme ça, je crois que c'est le scénario du match, et ça, c'est Bernardo qui égalise à la toute fin. C'est exactement le scénario, et même qu'à l'aller, on avait gagné 3-1 avec un but de Moutinho et un but contre son camp de Aurier. Ouais, mais enfin voilà, la saison du titre de Monaco, au final, tu te dis y a pas photo. Mais en fait là, et même si Paris était fort, Monaco était plus fort. Là, Paris est même pas fort, et à côté t'as Lyon qui est en confiance et encore il laisse passer des matchs. T'as Lille qui souffre chaque match, mais qui fait des résultats, on va dire pour l'instant bien. Mais c'est vrai que cette année, même en 2017, Paris était menaçant. Là, au final, Paris, mais genre, tu te demandes s'il y a beaucoup de clubs qui ont peur maintenant, en ce moment, d'aller au Parc, en tout cas, ou de jouer le PSG, quoi. Et le pire, c'est surtout en sachant ce qui arrive là dans 2 jours, tu vois. Dans 2 jours, dans 24 heures même, je suis con. Non, puisque du coup, tu te dis, est-ce que
Enfin, surtout, attends, je remets le contexte. Il y a 3 semaines, avant la blessure de Neymar, je crois que personne se disait il y a moyen que le PSG se fasse claquer par le Barça de manière virulente. Les supporters du PSG, je pense, parce que on a été habitué à souffrir ces derniers temps, je pense que c'était ce côté-là, mais après, genre pour les grands publics, ouais, quand tu vois Neymar, Mbappé et tout, tu te dis ouais, en fait, le Barça, grosso modo, à part Messi, le PSG peut faire l'affaire, quoi, mais. Et sauf que là, il y a pas Neymar, le Barça, il y a pas Di Maria non plus, on en a pas parlé, mais il y a pas Di Maria non plus. Bah ouais, il y a Verratti aussi qui est incertain, si je dis pas de bêtises. Il y a enfin, tu vois, genre, t'as le Barça en plus qui revient en forme, on va dire ça comme ça. Même si bon, leur victoire de ce week-end, c'est pas contre une équipe comme le PSG. C'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Non, mais ils sont invaincus depuis 7 ou 8 matchs en Liga, quoi. Donc, c'est une équipe qui... C'est ça, ils sont chauds. Je pense que... Leandro, ce que tu dis, c'est totalement vrai, hein. Le rapport de force, comme tu dis, en 3 semaines, 1 mois, au moment du tirage, et maintenant, même plus, le tirage était en décembre, ça fait 2 mois. En plus d'un mois et demi, t'as du chemin, t'as Paris qui a régressé et Barcelone qui a pris en confiance. C'est ça, exactement. Le rapport de force c'est clairement inversé. Donc c'est ça qui est un peu flippant, quoi. C'est que tu te dis qu'est-ce qui va se passer encore. On verra maintenant, on verra. C'est aux joueurs de prendre leurs responsabilités. Kylian voulait plus de responsabilités. Et ben voilà. Ah, tu fais partie des supporters parisiens qui l'ont demandé de prendre ses responsabilités à l'aéroport du Bourget ce matin, c'est ça? Non, mais c'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit. Maintenant, fais-nous gagner les matchs, quoi. Là, contre le Barça, on a besoin de toi, voilà. Là, il s'est à lui de faire gagner les matchs. Comment il va faire, je sais pas. Qui va lui donner les ballons en profondeur, je sais pas non plus. C'est ça le problème. C'est ça. Neymar peut te faire. Il a montré au Final Eight qu'il pouvait gagner des matchs à lui tout seul ou presque. Genre quand tu vois l'Atalanta, le travail monstrueux qu'il a fait, je suis pas sûr qu'Mbappé tout seul puisse arriver à faire basculer un match aussi gros. Après, qu'il me fasse mentir et qu'il fasse mentir un peu tous ses détracteurs, ça, on demande que ça. Mais il a pas du tout la même capacité, on va dire, de créativité, de création qu'un Neymar, par exemple, ou même qu'un Di Maria. Ah ouais, Di Maria, c'est une grosse perte aussi, hein. On n'a pas Di Maria. Di Maria, il a toujours été présent souvent dans les gros matchs. Il était toujours très fort. Contre le Barça en 2017, notamment au Parc. Il y avait Draxler aussi, on en a parlé tout à l'heure de Draxler, mais Draxler en 2017, son match aller face à Sergio Roberto, c'est quelque chose, hein. Oui, avec Emery. Emery, c'est un des meilleurs matchs de l'ère qatari en Ligue des Champions contre une grosse équipe. Ce 4-0 magnifique. Maintenant, après, on sait ce qui s'est passé derrière. C'est ça aussi le problème, quoi. Donc, Paris est capable. Maintenant, voilà, forcément, c'est un gros rendez-vous qu'on attend. Là, on voit de l'autre côté Messi qui était pas bien, qui revient bien. On a De Jong qui est énorme. On a Griezmann qui était pas bien, qui revient super bien. On a Dembélé, Trincao, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est un poison. Kurzawa, je sais pas comment il va faire. Donc voilà, on a tout ça. On va voir ce que ça va donner. Mais effectivement, faut arrêter de dire. Moi, les tweets que j'avais lus, Paris va passer, machin, nanana. Ben voilà où on en est maintenant. D'ailleurs, on peut vendre la mèche, mais normalement avec Leandro, Doumam, peut-être Maxime et Lucas, il y aura un podcast de débrief du match avec des champions jeudi qu'on enregistrera normalement si tout se passe bien. Si tout se passe bien, bien évidemment, mais on l'espère. Ouais, maintenant que j'ai teasé, maintenant on va être obligé. Ouais. Il faut tenir ses promesses. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce Paris-Nice. Il n'y avait pas tant de choses à dire que ça sur le match en lui-même, c'était plus sur l'ambiance avant d'affronter le Barça. On va passer maintenant à ce beau choc, ce Lyon-Montpellier. Je sais pas qui veut commencer à en parler, peut-être Maxime raconter un peu ce match-là. Oui, bah avec plaisir. C'était un match qu'on attendait parce que Lyon avait l'occasion une nouvelle fois, comme depuis quelques semaines, de mettre la pression sur Lille et en prenant la place de leader. Voilà, Lyon a très bien débuté son match. Il y a eu une frappe de Kadewere qui est détournée en corner dès la 10e seconde de jeu. Donc on s'est dit, attention, ça part fort. Paqueta rate un face-à-face avec Omlin au bout de 5 minutes. Et Montpellier ne voit mais alors vraiment pas le jour. Pendant 15 minutes, c'est dur. 10-15 minutes. Oh là, c'est Montpellier, vraiment des vagues. On dirait une équipe de poussins. Ils sont impuissants. Et petit à petit, ils commencent à relever la tête. Il y a une première alerte avec une frappe de Delors qui passe à côté, puis Mollet qui trouve le poteau. Et arrive la 22e minute, là où Ristic sert Delors. Et là, Ricardo Delors.
d'un super contrôle orienté déjà, et ensuite il enchaîne avec un extérieur du droit. Mais alors, ouais, voilà, Quaresma serait jaloux. Et là, t'as Savanier qui débarque, je ne sais où, qui met un coup de casque imparable pour mettre Montpellier devant. Et fort logiquement, parce que depuis, ça faisait 5 minutes que Montpellier pressait haut les Lyonnais. Et donc ils ont été justement récompensés. Ils auront l'occasion de faire le break. Ça va pas arriver malheureusement pour eux. Et ils vont se faire punir. Mais alors vraiment juste avant la pause, un petit centre de Toko Ekambi qui est plutôt bien touché. Tête d'Awar piqué, repoussé par Omlin, mais Paqueta suit bien pour le 1 but partout. La seconde période était beaucoup moins animée à mon sens. Et la situation s'est débloquée donc sur un coup de pied arrêté. Il y avait pas vraiment faute de Ben Lamry sur la board, je crois, il me semble. Donc c'est Savanier qui s'en charge. Un centre-tir au deuxième poteau qui n'est pas cadré. Anthony Lopez. Puis loin des cages, quoi. Plus vers le poteau de corner que vers le but. Hein. Ouais, quand même. Mais bon, un bon mètre et demi, oui, quoi. Et Lopez décide d'intervenir, sauf que quand il intervient, il remet le ballon en jeu. Ça vient taper sur Dubois. Eliwai surgit et il pousse le ballon au fond des filets. Et donc vraiment la sortie de Lopez coûte les 3 points à Lyon parce que après Lyon va pousser mais va manquer de réalisme devant le but. Omlin va faire quelques arrêts sur des têtes de Slimani qui n'étaient pas vraiment des grosses occasions. La seule grosse occasion, c'est sur un centre de Dubois, Toko Ekambi qui rate le cadre à 3-4 mètres du but. Donc voilà, défaite de Lyon. Ils étaient sur une série de 5 matchs en Ligue 1, 5 victoires je crois, 5-6 victoires. Et ça s'arrête là malheureusement pour eux, face à une équipe de Montpellier qui a retrouvé une solidité défensive. Et je pense qu'elle doit cette victoire à ça parce que vraiment Omlin a été très bon. Omlin a su dégoûter les attaquants lyonnais, lui qui avait été coupable face au PSG dans un grand match. Là il s'est rattrapé. Ouais, après, on en avait beaucoup parlé dans le podcast. T'avais la blessure de Delors qui avait énormément manqué à Montpellier. Et là, en première mi-temps, tu le vois partout, au pressing, à la passe D, enfin, comme à son habitude. Et au final, ça fait énormément de bien son retour. Tu vois que c'est, même si Hilton est encore là, que c'est lui le patron, quoi, que c'est lui qui dicte un peu tout le jeu montpelliérain. Et j'avoue que j'ai eu peur à sa sortie. Enfin, j'ai eu peur sans avoir peur puisqu'Eliwai est rentré. Et qu'on en parle assez avec Doumam pour dire le plus grand bien du gamin, mais enfin voilà, quand Delors sort, tu te dis merde, il va manquer ce petit supplément d'âme peut-être à Montpellier, ça va peut-être mettre un petit coup d'arrêt. Ouais. Savanier était très bon aussi au milieu de terrain. Ouais. Il aime bien jouer contre Léon, Savanier. Il y a plusieurs leaders dans cette équipe de Montpellier et c'est vrai que quand ils sont tous là sur le terrain et à leur meilleur niveau, on voit peut-être le Montpellier qu'on a vu en première partie de saison. Et quand on regarde le classement aujourd'hui, ils sont loin d'être distancés parce que Rennes n'avance pas. Et, j'espère pour eux qu'en fin de saison, ils vont pas payer cet énorme trou d'air de 2 mois, décembre, janvier qu'ils ont eu. Parce que là, s'ils continuent et qu'ils affichent le niveau de jeu qu'ils nous ont montré ce samedi face à Lyon, ils peuvent espérer plus. Après, d'ailleurs, le plus dur, c'est de réitérer les matchs comme ça. Le match de samedi face à Rennes, justement, va être très très important. Dans cette course à l'Europe que Montpellier peut se relancer. Il y a 3 points d'écart, une victoire peut vite la remettre dedans, quoi. Toi, Douma, ouais. Comment t'as vécu ce match-là, toi? Écoute, vous avez fait un super résumé. Après, je suis pas d'accord sur tout ce que vous avez dit, mais c'est bien, on va en Dis-moi. discuter. Pour moi, il y a faute de Belhamri sur la board, parce que clairement, il lui marche sur le mollet derrière. Si on regarde le ralenti, il met la board protège bien son ballon dos au but et lui il le cale. Donc lui il le cale, mais Belhamri il est arrivé dans le match, c'était pas prévu parce qu'il est rentré à la place de Marcelo. Donc je pense il a ce trop plein d'énergie pour montrer qu'il est là, montrer qu'il est présent, montrer à son entraîneur qu'il peut compter sur lui. Il met un coup, la board joue bien le coup, mais il lui met un coup dans le mollet qui fait qu'il tombe et après donc forcément ça provoque le coup franc. Le coup franc, la sortie de Lopez, effectivement, elle est bizarre. Mais faut dire que Savanier tire super bien le coup franc. Ouais, et il mais tire là, c'est un manque de comment je peux dire? Il a pas calculé la trajectoire, quoi. Ah, mais ouais, mais c'est une faute. C'est pas la première fois qu'il coûte des points à Lyon. C'est peut-être ça aussi qu'il faut en parler. Contre Brest, où il rate son dégagement face à Mounier, où il lui tombe dessus. Contre Metz, c'est pareil, il fait n'importe quoi. Là, encore une fois, c'est juste, il prend mal l'information, mais ça coûte très cher, hein.
Je pense que c'est un gardien qui doute un peu avec tout ce qu'on lui a mis dans les médias là sur le fait qu'il arrive et qu'il cartonne les attaquants. Je pense qu'il n'est pas forcément au top de sa forme mentalement parce que c'est vrai que cette sortie elle est un peu bizarre. Mais faut pas enlever le mérite au petit Wai Eli qui est là, qui est encore présent, qui met son 3e but, qui est un des meilleurs super subs d'Europe, qui met son 3e but. Alors le premier but contre Monaco, c'est reprise comme ça, hop, intérieur du pied, petit filet. Le deuxième but, c'est une espèce de retournée bizarre et ça va au fond. Et là, le but de Renard qui vient à la fin donner la victoire à Montpellier. Donc ça fait plaisir. Animation défensive très très inquiétante à Lyon. Mais petite dédicace à ta compo sur Twitter, qui avait déjà noté en fait les problèmes de Lyon auparavant, mais qui par la qualité technique comme d'habitude en Ligue 1, quand on a des Paqueta, des Aouar, des Memphis, ça fait la différence. Mais là, Montpellier a super bien joué le coup. Ils ont posé le ballon dès la 10e minute. Ils ont grave joué sur les côtés aussi, avec un Laborde qui a empêché vraiment. Alors c'était qui? Mavididi, je crois que c'est Mavididi sur Dubois. Et de l'autre côté Laborde sur Cornet ou l'inverse, enfin bref, voilà. Et donc ça a coupé les ailes de Lyon qui passait quand même pas mal sur les côtés. Donc tactiquement c'était intelligent. Mollet qui s'est mis dans le match au fur et à mesure, qui a commencé à mettre du rythme et qui a bien joué. Mollet, ça fait plaisir quand il joue comme ça. Et TJ Savanier, on connaît quand il est à ce niveau-là, pied gauche pied droit, on a l'impression que le mec il y a pas de problème. Incroyable TJ, incroyable TJ, franchement trop fort. Et effectivement Delors, comme tu l'as remarqué tout à l'heure Maxime, cette superbe feinte sur la passe D Quaresmesque qui est magnifique effectivement. Mais c'est bien, ça fait plaisir de voir Montpellier comme ça, solide, qui met de l'impact dans les duels, mais qui joue aussi au ballon, parce qu'on sait qu'ils avaient été piqués par Juninho à l'aller, exactement, en disant que Montpellier ça joue pas au foot, ça fait que balancer. Ça avait été très mal vécu par par Laurent Nicolin et par le groupe montpelliérain, et par des Acariens aussi, par le groupe, par le staff. Donc ils se sont empressés de rappeler ça à toute l'équipe et ils ont bien répondu. Et donc ça fait énormément plaisir à eux maintenant de continuer comme ça. On a effectivement un match contre Rennes qui est hyper important. Il faut enfoncer Rennes pour pouvoir prétendre à quelque chose d'intéressant, quoi. Là, ils sont pas à leur place normalement. Quand ils jouent comme ça tout le temps, effectivement, peut-être qu'on sera européen, parce que on veut l'Europa League, forcément. Toi, Leandro, t'en as pensé quoi du match? On a parlé de Lopez qui a pour moi pas été au niveau, mais c'est pas le seul. T'as Cornet qui a été catastrophique, Dubois qui a été nul. Aouar qui est décevant depuis plusieurs semaines maintenant. Est-ce que déjà tu partages un peu cette brève analyse, on va dire, que je grossis un peu le trait, mais toi t'as pensé quoi justement de ça, de Lopez, des cadres lyonnais qui ont été défaillants? En fait, je sais plus quand c'est qu'on en avait parlé. C'était peut-être il y a 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Mais je crois qu'on en avait déjà parlé du cas Lopez, qui était pas forcément à son niveau cette saison, et qui était même dans de nombreuses actions fautives. On le rappelle, le match contre Metz, là du coup une fois de plus, enfin ça commence à faire beaucoup, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, tu vois, plutôt que de parler de la méforme de Lyon, qui ce serait un peu facile, je trouve. Je pense qu'il faut surtout parler de la bonne prestation de Montpellier. Ça te fait mal à la gorge de dire ça? Non, franchement non, tu vois, genre il faut l'admettre, tu vois, genre ne serait-ce qu'en première mi-temps, certes Paqueta a fini par faire le 1-1, mais Montpellier aurait clairement pu être devant avec même plus qu'un but d'avantage, tu vois. Non, et puis il faut le souligner, ça par contre ça va me faire mal à la gorge. Attendez. Le bon match de Savanier qui comme tu l'as dit, je pense qu'il aime bien jouer Lyon parce que Doumam il est content là. Non, mais c'est vrai, tu vois, il faut le souligner, tu vois. Et puis le bon match de Daniel Congré. Voilà.
Non, c'était un beau match de Montpellier. Non, Hilton. Mais il va tous nous enterrer. J'ai vu ça sur Twitter, j'étais mort de rire. Il va tous nous enterrer. On était là, on le critiquait, et là, d'un coup, bam, gros match. Et rien à voir, hein, mais Hilton avait 17 ans 17 jours lors de la dernière victoire de l'OM à Bordeaux. Bref, c'était juste un détail. Mais non, c'était un très bon match. Puis en plus, comme tu dis, tu vois, genre, enfin, je t'avoue que je regardais pas forcément tous les matchs de Montpellier, donc j'avais pas forcément vu Wai ces dernières rencontres. Mais c'est vraiment vrai que ce mec, dès qu'il rentre sur le terrain, enfin, il apporte un plus, tu vois. Et après, ma peur, ce serait que on lui donne trop d'importance. Compte tenu de la forme de ce qui se passe avec Mavididi qui est pas forcément très bon, etc., tu vois, et qu'on le mette trop rapidement sur le devant de la scène, tu vois, qu'on mette un mec comme Wai très rapidement sur le devant de la scène et qui finisse par se perdre. Je pense que ces petites minutes qu'il chope à droite à gauche, tu vois, bon, même si là pour le coup il a quand même beaucoup joué, tu vois, il a eu 40 minutes si je dis pas de bêtises, plus ou moins. 45, il rentre à la mi-temps. Ouais, voilà, 40-45 minutes. Il était titulaire en coupe face à Strasbourg. C'est ça, tu vois. Si on lui donne des petites minutes, enfin, là, pour le coup, une mi-temps, ça fait quand même pas mal, mais si on lui donne des petites minutes à droite à gauche, jusqu'à la fin de la saison, je pense que son insouciance et sa jeunesse, genre, ça pourra plus apporter en sortie de banc, plutôt que en étant titulaire dès le début, tu vois. Après, ça reste mon point de vue. Coaching d'Alejandro, là. Ouais, peut-être, hein, il a pas tort, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'il rentre, il apporte quelque chose. C'est ça, le truc. La première fois contre Monaco, il rentre, il marque. La fois d'après, contre Lille, je crois. Non, c'était pas contre Lille. Quand il met la retournée, il marque aussi. Et aussi un autre match où il rentre et il provoque le carton jaune, qui après est carton rouge. Et qui change le match aussi derrière, Montpellier s'impose. Et là, il marque encore. Donc, effectivement, t'as raison. Mais, de ce que j'entends au club, c'est pour l'instant bien géré. C'est un petit qui est à tête sur les épaules, qui écoute. Donc, il y a beaucoup d'expérience dans le groupe aussi quand même. Il y a les darons comme Hilton, comme Congré, comme Mendes, qui le calment un peu, qui lui envoient des boîtes un peu à l'entraînement pour qu'il comprenne qu'il a encore du travail. Donc, c'est contre Lens à retourner, contre Metz ou non Dijon. Exactement. Qui récupère le rouge. C'est contre Dijon là qui rate le rouge. Merci. Et non, mais on va pas s'attarder que sur lui parce que la prestation collective de Montpellier en l'occurrence était vraiment très solide effectivement. Mais t'inquiète, hein, Leandro fait pas la gueule. Hein. Je vais aussi dire que Ferrat, j'aimerais trop qu'il joue à Montpellier. Non, je pense qu'on a fait un peu ce tour là de Montpellier, ce Lyon-Montpellier. Faut quand même le rappeler. Du coup, Lyon a perdu sa deuxième place, on va dire pour la troisième du coup avec Paris qui est devant et Lyon reste à 3 points de Lille. On passe maintenant à dimanche. Maxime, c'est à ton tour de parler de ce magnifique Monaco-Lorient. Bon pour commencer déjà je suis obligé de parler de Benjamin Lecomte parce que la semaine dernière je l'ai défendu. En ce début de match il était indéfendable. Donc dès la 5e minute de jeu il y a Yohan Wissa qui est lancé dans la profondeur, laissé tout seul par Djibril Sidibé. Je précise quand même que Lecomte n'est pas le seul à avoir failli sur cette action. Mais on le voit, il hésite un peu à sortir et il sort à contre-temps. Et Wissa le crochette très intelligemment et le percute, penalty logique. Que transforme Terem Moffi. Terem Moffi qui aura une occasion de faire le break quelques minutes plus tard, mais qui va la rater. Monaco est pas vraiment dans son match. Il y a pas les mouvements qu'on connaît au Monégasque. Il y a pas le pressing. Il y a rien, tout simplement. Et à partir de la 20-25e minute, ça commence un peu à jouer. La mi-temps arrive pour tout stopper. Et dès le retour des vestiaires, sur un corner anodin, Monaco obtient un penalty, le ballon rebondit sur la main de Obulang Mendes et donc penalty logique. Ben Yedder le transforme. On se dit alors que Monaco c'est bon, il joue contre le 17e, ça va dérouler. Pas du tout. Une nouvelle fois Monaco est trahi par sa défense. Djibril Sidibé, encore lui. Non, il était catastrophique hier. Donc sur une passe ratée en retrait. Intercepté par Terem Moffi. Il faut dire que Badiachil n'a pas vraiment l'envie d'intervenir non plus. On a l'impression sur l'attaquant nigérien qui frappe du gauche et trompe Benjamin Lecomte. Moffi, c'est son 8e but de la saison. Donc c'est vraiment c'est le mec qui arrive à mettre les ballons au fond du côté du FC Lorient. C'est ce qui manquait dans cette première partie de saison. On attendait Gribic, mais finalement c'est Moffi quoi.
Ouais, c'est ce que les commentateurs Canal disaient, tu vois. Comme quoi, ils sont pas si mauvais. Non, mais après, Monaco... T'es gentil, hein, t'es gentil. Non, moi j'aime bien c'était Haribar, j'aime bien Jean-Luc Haribar en consultant. Bref, après Monaco a beaucoup usé de longs ballons et ça a fini par payer à la 93e minute, mais vraiment chanceusement Badiachil qui s'élève au-dessus de tout le monde, qui dévie pour Ben Yedder qui reprend du gauche. 2 buts partout, les meubles sont sauvés côté monégasque qui préserve son invincibilité 2021, mais qui grappille un petit point sur Lyon. Mais c'est vrai que c'est décevant. Puis quant à Lorient, c'est encore une fois pas au vu de la physionomie du match, mais je pense qu'au coup d'envoi, ça aurait été ils auraient signé les Lorientais. Ils ont vraiment été très cohérents parce que ils sont présentés avec une défense à 5, un milieu de terrain qui était alors vraiment les deux Aberger et Lefebvre ont vraiment été excellents. Les flèches devant Mofi et Yohan Wissa, c'était vraiment ouais, franchement très très bon match des Lorientais qui forcément vont nourrir des regrets, mais ils ont pas à rougir de leurs prestations et si vraiment ils continuent sur cette lancée sur ces dernières semaines, c'est une équipe qui peut aller chercher son maintien alors que c'était vraiment très très mal parti. Ah oui, parce qu'il y a vraiment des bonnes individualités derrière. Gravillon a encore une fois été très très bon. Voilà, et leur latéral gauche Ergo n'est pas vraiment au niveau Ligue 1, mais bon, ça a tenu la route, notamment face à Crépin Diatta qui a été décevant encore une fois, qui est sorti à la mi-temps. Tu nous avais vendu son premier but avec Leandro, je te rappelle. Ouais, je pensais qu'il allait marquer hier, non. Mais je sais pas, il peine un peu se mettre en route, à s'habituer à sa nouvelle équipe. Bon après, il est arrivé il y a 1 mois et demi, on va pas commencer à lui tirer dessus. On a vu ce que ça a fait avec Jonathan Vidal à Lille. Il faut un temps d'adaptation pour ces joueurs. Ils arrivent de Belgique, les deux d'ailleurs. Mais il faudrait je sais pas, en fait, sa qualité première de ce que j'avais vu avec lui et avec le Sénégal pendant la CAN 2019, c'était quand même la vitesse. Et là, à chaque fois qu'on le trouve, c'est quand il est arrêté et non pas dans la profondeur. Bon, faut dire que le bloc Lorientais jouait assez bas, donc c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que là, il peine un peu à s'exprimer. Et même dans la compréhension du jeu, il y a quelques mésententes avec ses coéquipiers, mais bon, ça va venir. Et voilà, sinon, résultat, oui, décevant pour Monaco, mais Niko Kovac l'a dit, ils sont encore en train d'apprendre. Et voilà, 3 points maintenant de Lyon, donc tout n'est pas fini. L'objectif Ligue des Champions reste encore atteignable. Ouais, mais Ben Yedder, franchement, Ben Yedder, sur la remise de Badiachil, là, Ben Yedder, ok, peut-être que le centre, allez, on va dire que c'est la dernière minute, on le balance un long ballon. Ben Yedder, comment il sent le but quand même. Franchement, ce déplacement là, tac, il sent que le ballon va arriver là et la reprise est magnifique, hein, je trouve. Après, c'est tout ce que j'ai vu du match. Donc. Ouais, c'est le sauveur, clairement. Non, c'est vrai que Monaco a pas été bon, même Sofiane Diop, Kevin Volland, Chouameni. Enfin, personne n'a été. C'est un match raté. Ça arrive dans une saison, voilà. Même quand c'est raté, ils arrivent quand même à gratter un point. Donc, pas grand chose. De toute façon, c'est ce que Kovac dit à la fin. Hein. Ah ouais, voilà. Après, on va voir dimanche face au Paris Saint-Germain si Monaco arrive à réitérer l'exploit du match aller. Ok, ouais, t'as raison. Non, après, ouais, ça risque d'être un match intéressant, surtout selon l'issue du Paris-Barça, enfin du Barça-PSG, et selon les matchs qu'il y aura eu avant de Lyon et de Lille, c'est clair que Paris aura pas vraiment le droit à l'erreur, surtout qu'au match aller, quand tu gagnes 2-0 à la maison et que tu perds finalement 3-2, il y a une petite revanche à aller chercher, quoi. Totalement, donc on va voir ce que ça va donner. Bon, on va pouvoir passer. Je voulais juste dire que moi, enfin, tu vois, j'ai pas trop parlé du match, mais juste un truc que j'ai peur pour Lorient et que ça s'est vu en fin de deuxième période, tu vois. Certes, Mofi en ce moment, enfin, pour moi dès le début c'était un crack dès qu'il est arrivé. J'avais l'impression que c'était un giga crack et ça paye. Mais le problème c'est que j'ai l'impression qu'ils vont commencer à trop à trop jouer dessus, tu vois. Genre sur la deuxième mi-temps. Certes, il y a le deuxième but, mais je sais pas si vous avez fait gaffe, mais à partir de la moitié de terrain, en fait, ça envoyait que le ballon à Mofi et il faisait tout seul.
certes, il y avait de la chance que la défense de Monaco n'est pas la meilleure et il y avait pas mal de fois où ça passait. Mais j'ai peur que, tu vois, genre, ça devienne un automatisme et que Lorient se mette tout le temps sur Mofi. C'était peut-être le plan de Pélissier face à Monaco quand tu joues le 4e de Ligue 1, tu vois, genre, enfin, personnellement, j'ai pas eu ce ressenti-là, tu vois, sur tous les derniers matchs. Alors, pourtant, il a marqué aussi. Non, mais c'est parce que il tombe sur Monaco, tu vois, est-ce que quand ils vont être contre un adversaire plus, genre à leur niveau ou dans leur partie de tableau, autant là, ils joueront un peu plus au ballon, ils poseront un peu plus le jeu. Pélissier avait dit il y a quelque temps que le maintien passera par le jeu. Je pense pas qu'il va vouloir faire que des longs ballons ou que ça soit sa vision du foot, tu vois. Donc, je pense que là, c'était plus connaissant les problèmes de la défense de Monaco, de Badiachil et de Maripane qui peuvent avoir des trous d'air et qui ont souvent du mal. Enfin, ce qui est bizarre, c'est que Maripane et Badiachil sont assez grands et finalement, ils se font quand même pas mal de fois avoir en l'air, je trouve, Maxime, non? Donc peut-être que c'est pour ça aussi, tu vois, que Pélissier a misé sur Mofi avec des longs ballons dans la profondeur pour justement tromper les deux qui se traînent un peu en défense centrale. Non, bah oui, j'ai pas eu cette impression-là non plus. Et ouais, je pense que l'analyse de Pélissier, c'était sans doute ça. Hein. On sait que Monaco, les deux défenseurs ont du mal à... Ils peinent à se retourner, en fait. C'est ça leur problème. Ils sont super lents à se retourner quand t'as un ballon en profondeur. Donc, oui, j'essaie d'être le plus gentil possible. Bah, il gère surtout mal la profondeur, quoi. On l'avait vu avec... Ouais, mais ça, mais quand il se retourne, surtout, tu vois. Ouais, avec Radonjic aussi, la dernière fois, quand il était parti dans le dos de la défense et qu'il avait pris Maripane de vitesse. Donc, forcément, c'est vrai que, bon, les deux, c'est costaud, mais c'est un peu lent, quoi. Donc, quand tu les prends, tu peux vite les prendre de vitesse quand tu joues bien dans la profondeur. Mais bon, ça arrive, hein, Monaco, à mon avis, quand même, hein, ça ira au bout, hein. Ce sera chiant jusqu'au bout. Non, mais comme dit Maxime, un match sans sérieux. On va pouvoir passer au match de 15h, enfin, Léandro. Je vais pouvoir te laisser la parole pour la victoire du Nîmes Olympique face à Dijon. On l'a dit en intro. On va peut-être zapper la première mi-temps. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais non. La deuxième mi-temps est intéressante. Côté Nîmes, quand même, Pascal Planck fait du bon boulot. Non, justement, tu vois, genre, c'est ce que je voulais dire. Enfin, tu vois, mon résumé du match, il va être assez rapide, hein. Première mi-temps, je vous jure, c'est une calamité pour le football. Autant côté Nîmois que côté Dijonnais, c'était vraiment horrible. Genre, il y avait rien qui se passait. Et deuxième mi-temps, seul truc qui se passait en première mi-temps et qui s'est passé en deuxième, c'est que ces bouchers de Dijonnais là, ils faisaient que faire des fautes. Et je me permets de dire que c'était des bouchers parce que les Dijonnais eux-mêmes sur Twitter l'ont dit que c'était n'importe quoi. Enfin, j'avais l'impression que leur match. Il y avait pas mal de gros tacles. C'était grave. Non, mais c'était grave. Franchement, ça serait leur première mi-temps et deuxième mi-temps. Moi, je me demandais carrément, hein, est-ce que leur but c'est pas juste de blesser des joueurs pour qu'on soit nul dans les prochains matchs, tu vois? Parce que niveau attaque, il y avait rien. La menace de la nullité là, il fallait se battre pour la dernière place. Tu rigoles, mec, t'as vu le match de là où toi, outre faire des fautes, il a rien fait d'autre, tu vois. Non, franchement, genre c'était pas ouf. L'exclusion en fin de match. Ouais, mais lui bref. Non. Mais non, sincèrement, pour faire plus bref possible, moi je pense que on a fait un bon match, une bonne deuxième période. La première, on était vraiment très très nuls, et je pense qu'en deuxième période, les joueurs ils sont lâchés dans le sens où c'était la victoire ou rien, tu vois. Et même en ayant la victoire, on n'est carrément pas assuré d'être maintenu, tu vois. Bah non. Mais on espère que ce sera le début de quelque chose. Surtout que les prochains matchs de Nîmes sont pas forcément des matchs contre des équipes de haut de tableau. Donc tu vois, ça va être des matchs très importants pour nous pour se maintenir. Donc il y a Bordeaux, il y a Lorient. Enfin, il y a vraiment des matchs où il faut aller chercher des points. Nantes aussi en fin de mois. Donc non, je pense que Planck a fait une bonne décision en fait. Il a réussi à changer le cours du match, plus ou moins à la 50e si je dis pas de bêtises, ou 60e, au moment où il sort Moussa Koné, qui faisait un non-match, hein, clairement, et où il passe du coup Renaud Ripart en pointe, qui Ripart, on le sait, au milieu, d'ailleurs, exactement, et il était trop nul, franchement au milieu de terrain il était trop nul, on va pas se mentir. Lui à sa décharge pour le coup il joue à tous les postes. Oui, c'est ça le problème. Oui. Mais moi je remets même pas en cause Renaud, hein. Franchement s'il y a un mec je pense que jamais je pourrais remettre en cause au Nîmes Olympique, c'est lui, tu vois. Bah, il est totalement dévoué à l'équipe. Renaud Ripart il le respecte pas quand même, hein, le problème c'est que au milieu de terrain il joue sur le côté, à la base il est formé comment lui?
il est formé sur un côté, lui. Ben, à la base. Il joue dans l'axe. Non, mais, franchement, là, il jouait au milieu de terrain. Non, mais, évidemment, faut arrêter. Le mec, il joue partout. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il a joué arrière droit, je crois, ou arrière droit. Ouais, il a joué plusieurs matchs. Ah, mais les gars, vous savez que Renaud, il a déjà été latéral droit, milieu droit, ailier droit, ailier gauche, buteur. Genre vraiment, en 3 ans au Nîmes Olympique, je crois que les seuls postes qu'il a pas connus, ça a été arrière gauche, et même ça, je suis pas sûr. Défenseur central et gardien. Je te jure que c'est vrai. Mais non, mais franchement, je pense, et une fois de plus, je pense que là, Planck, il a compris. Avoir un joueur comme Ripard qui se dévoue autant et qui fait autant de choses, autant le mettre en neuf. Parce qu'en neuf, on a personne. Haribi, il est nul. Nolan Roux, bref, enfin franchement, hein, je sais. Il y a Nolan Roux à Nîmes, mais Nolan Roux, il était trop fort avant. Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu. Je comprends pas. Écoute, pour tout te dire, en ce moment, il passe son permis de chasse, donc je crois qu'il a pas trop la tête au foot, et c'est vraiment pas une blague. Hein. C'est vraiment pas une blague. Hein. Après, Leandro, faut revenir sur le match. Il y a René qui fait une grosse parade à la 69e sur Célina, et c'est peut-être aussi ça le tournant du match. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais oui et non. Des rares actions de Dijon dans cette mi-temps, et tu vois, au final, il dégoûte quand même Célina, moi je trouve. Moi, je pense que sur cette action-là, faut plus parler du raté de Célina qui est terrible, plutôt que de l'arrêt, malgré que l'arrêt soit très beau, tu vois. Oui, mais il y a une action, quoi, tu vas en parler, où Célina, la balle du 1-0, c'est pas du tout le même match après. C'est ça. Nîmes commence à monter en pression, tu vois, et justement, Dijon y arrivait pas, et t'as cette action qui arrive un peu de nulle part. Et justement, tu vois, t'as Célina, qui rate l'action, si tu veux, où il y a René qui le gêne bien. Mais t'as ce côté-là où ça peut être le tournant du match de dingue, et au final, Nîmes tient bon, résiste, et après fait la différence. Non, mais oui, Nîmes, tu vois, derrière fait la différence. Enfin, pourtant, tu vois, genre sur les matchs de René, je crois que celui-là, genre c'est vraiment l'un des matchs où j'ai été le plus triste cette saison, puisqu'il y a quand même 2 actions où il a failli donner un vrai but, enfin des vraies occasions de but, tu vois. Notamment, justement après, je crois que c'était après cet arrêt sur Célina où il se gourre totalement et il a failli donner la balle à Camara seul face au but. Mais non, mais du coup Nîmes, à partir du moment où il y a eu le remplacement qui s'est fait, il y a eu cette action qui a été clairement un tournant du match psychologiquement parlant, je pense. Oui, voilà, Nîmes arrive à proposer. Je pense que l'entrée de Eliasson change clairement la donne, il faut le retenir. Hein. Eliasson, ses 4 derniers matchs de Ligue 1, c'est 4 buts, et je comprends pas que ce mec il joue pas chez nous. Sincèrement, j'espère que pour le prochain match là où on reçoit Bordeaux, on aura du coup un effectif avec Renaud Ripard en pointe, Eliasson qui jouera, tu vois, sur un des côtés, et puis enfin ça pourrait être beau à voir, tu vois. Et je pense que la connexion Eliasson-Melling, on en a pas assez parlé, mais je pense que c'est 2 mecs qui peuvent vraiment faire quelque chose ensemble. Je pense que c'est vraiment 2 mecs qui se comprennent bien. Il a pas mal manqué à Nîmes dans la période de Montbier, il a été longtemps blessé. C'est sûr. Je me rappelle de son tout premier match cette saison où il est monstrueux. Et après, justement, il se pète pas très longtemps après. Et justement, là, tu le revois revenir. Et il commence à enchaîner les matchs, les bonnes prestations. Et là, il revient en force. Hein. Là, il revient en force. Tu vois qu'offensivement, c'est quelque chose, hein, quand même. Déjà, contre le PSG, il avait été très bon dans la défaite, j'ai trouvé. C'était l'un des plus percutants, l'un des plus menaçants de Nîmes. Et là, au final, là, sur le deuxième but, il s'amuse de s'achabouer, avant de servir Eliasson sur un plateau, parce qu'il y a la sortie de Rachopi dans ses pieds, donc. Non, mais totalement. Et puis, je pense que l'effet Planck, tu vois, est vraiment arrivé à Nîmes. Je pense que vraiment l'effet Planck, ça se voit que les joueurs ils prennent plus de plaisir, tu vois, ça se voit qu'ils sont plus, enfin, ne serait-ce qu'un mec comme Lucado que Soir-Pinon était utilisé en défense centrale, aujourd'hui avec Planck il a retrouvé le milieu de terrain, ça se voit qu'il a envie de jouer, c'est un mec qui donne de l'avant, qui revient en arrière, tu vois, il est même plus sur les excuses ou quoi, genre c'est vraiment un mec qui est bien, et je pense que l'effet Planck fait un bon effet à Nîmes. J'espère que ce sera suffisant. Je compte notamment sur et là je vais faire la transition pour le prochain match. Je compte notamment sur Monsieur Comboiré qui a eu un bon premier match pour couler le FC Nantes et réussir à nous faire passer devant. Mais du coup ouais, enfin c'était une belle victoire, inattendue certes, parce que pendant 50-60 minutes c'était loin d'être gagné, mais c'est une belle victoire. Bah parfait, écoute, tu me fais comme t'as dit la transition. On va parler un peu du FC Nantes, enfin surtout de Ludovic Blas, Maxime. Je vois que t'as direct ouvert ton micro pour parler de Ludo Blas. Oui, parce que
qui a lancé Nantes, mais de quelle manière, avec une passe décisive et un penalty provoqué en l'espace de 7 minutes, 5 minutes. Non, mais cette victoire, c'est la sienne, hein, tout simplement. 4 minutes de jeu sur une contre-attaque qui remonte tout le terrain. Le jeu s'ouvre à gauche. Regard à gauche et passe à droite. Et passe aveugle à la Ronaldinho pour... Ça y est, passe aveugle à la Ronaldinho, je suis désolé. Cette passe aveugle, ce geste, c'est Ronaldinho. Voilà, il l'a parfaitement fait pour Moses Simon qui a superbement croisé son tir pour le 1-0. Et 2 minutes après ce but, Ludo Blas encore lui, il percute dans la surface et il se fait Doumbia est quand même assez bête sur cette naïf. Ouais, assez naïf. Voilà. Et penalty logique, c'est Imran Louza qui le transforme. 2-0 au bout de 7 minutes de jeu, incroyable. C'était les Canaries en feu. Mais c'était le retour des Canaries sous Coco Chudo. Non mais c'était n'importe quoi, c'était un truc de ouf. Angers a totalement manqué sa première période. D'ailleurs Stéphane Moulin a dit qu'il avait honte. Hein. Il peut parce que là ils sont sur un rythme de relégable. Hein. Angers en 2021, c'est pas beau à voir. Reste qu'ils arrivent à réduire la marque à la demi-heure de jeu. Là encore sur un penalty, c'est premièrement Bouffal qui se présente face à Lafont l'arrête, mais la VAR demande à ce qu'il soit retiré parce que Girotto qui est intervenu sur Bouffal qui allait prendre le rebond était rentré dans la surface. Mangani s'en charge et le transforme cette fois. Donc 2-1 et après il s'est vraiment plus rien passé. Nantes n'a fait que défendre, c'était vraiment pas beau à voir. Et en fin de match, Ludo Blas s'est dit que ce serait bien de faire le braquet et de se mettre à l'abri, donc il a lancé Bamba qui venait de rentrer en jeu et qui a porté le score à 3-1. Donc après 15 ou 16 matchs sans victoire, Nantes retrouve un peu le sourire. Bon, prudence pour les supporters nantais parce que on se rappelle qu'Antoine Comboiré à Toulouse, si je me trompe pas, il avait commencé son mandat par une victoire contre Lille. Une victoire avant d'enchaîner 9 défaites. Donc on espère pour les supporters nantais que ce sera pas le cas, mais voilà, non, c'était vraiment un match plaisant que Ludovic Blas a illuminé. Après s'il y a un truc comme à retenir aussi de la première de Comboiré, c'est la mise sur le banc de Nicolas Pallois qui était capitaine et choix fort hein. Et qui est titulaire sous Domenech et même sous Christian Gourcuff. Ça, c'est quand même un choix fort. On va voir comment est-ce qu'il va se concrétiser par la suite, tu vois. Est-ce qu'il va continuer avec ce 11, mais c'est clair que voir Pallois sur le banc, c'est peut-être le truc qui choquait le plus au coup d'envoi. Mais au final, sa charnière a fait le travail Girotto qui avait été mis là l'année dernière déjà. Et au début de saison par Gourcuff et retourné en défense centrale, il était plutôt bon. Même de manière globale, tous les Nantais ont fait un match sérieux. Bon, à part Ludovic Blas qui était au-dessus. T'as peut-être Colomboigny qui était peut-être un peu en dessous, qui pourtant je trouvais que dans le marasme nantais depuis le début de saison, c'était peut-être celui qui détache un peu plus son épingle, quoi. Non, mais je sais pas pour Pallois, on va voir. Après, forcément, il fallait du changement dans la compo parce que c'est une équipe qui gagnait pas, donc c'est bien qu'il y ait quelque chose qui n'allait pas. Mais là déjà juste de voir des mecs comme Ludovic Blas sur le terrain, parce que sous Domenech il a été mis sur le banc quelques fois, quand t'as des joueurs de foot sur le terrain, ça aide à gagner des matchs, tout simplement. Surtout que c'est quand même un message, parce qu'on le sait, c'est un secret de Polichinelle, c'est que Ludovic Blas et Marcus Coco ont pas eu la meilleure relation possible avec Camboré à Guingamp. On en parlait tous les deux justement. Ouais. Ou même à la conférence de presse, on a posé une question à Camboré justement sur ses retrouvés avec Blas et Coco. Il a préféré un peu botter en touche. Mais c'est aussi un petit message de Blas comme quoi. Après, je pense que les deux parties ont intérêt à ce que ça se passe bien. Ah bah oui, surtout dans cette situation. Voilà, donc je pense qu'ils vont faire table rase du passé, mais c'est vrai qu'à Guingamp, Ludo Blas c'était pas toujours bien utilisé. Il le faisait jouer parfois en 6, en 6. Dans un double pivot, il jouait au milieu de terrain. À côté de Lucado d'ailleurs des fois. Et non mais là j'espère que il va comprendre, je pense qu'il l'a compris que c'était un joueur qui était plus fait pour jouer plus haut sur le terrain. Comme à l'époque de l'Euro U19 remporté par la France. Je pense qu'on a fait le tour de ce FC Nantes, enfin de cet Angers FC Nantes. Comme je l'ai dit en introduction pour le Rennes Saint-Etienne, Rennes est au fond du gouffre ces derniers temps.
Après avoir perdu jeudi en Coupe de France face à Angers, Rennes a encore perdu face à Saint-Etienne. C'est clair, il s'est quasi rien passé dans le match. Les Nantais ont été catastrophiques du début à la fin. Pas beaucoup d'occasions, je crois qu'il y a eu que 2 frappes cadrées dans le match. Enfin, c'est clairement un passage difficile pour les hommes de Julien Stéphan qui, comme on l'a dit tout à l'heure, se déplaceront à Montpellier samedi. Et malgré une 5e place, le Stade Rennais n'avance plus. Ça fait déjà 4 matchs d'affilée qui n'ont pas gagné un match. Donc, il va falloir vite se ressaisir. On va dire, espérons pour Doumam que ça soit pas le week-end prochain. Mais en tout cas, le Stade Rennais inquiète. Leur dernière défaite remonte à la 20e journée. Donc, voilà, est-ce que pour vous, juste petite question, je vais même pas développer, mais est-ce que pour vous, Julien Stéphan est arrivé à un bout de cycle à Rennes ou pas? Franchement, je pense pas. C'est une super question. Moi, je pense pas. Je pense que là, c'est un manque de confiance et le mercato au final qui s'annonçait sur le papier excellent, grandiose, tout ce que tu veux avec Florian Maurice, au final est un mercato complètement raté, je pense qu'on peut le dire. Rougani qui est déjà reparti et qui a fait un match, je crois, à Rennes. Doku Dalbert. Même si Dalbert qui est pas bon, voilà. T'as Doku qui alterne entre le bon et le très mauvais. Terrier qui au final marque pas tant que ça. Enfin voilà, t'as Guirassy au final. Aussi. Ouais, après Guirassy a pas été blessé. Ouais, j'allais dire c'est limite celui qui s'en sort le mieux, tu vois, moi, ou même je trouve personnellement. Ouais, mais il manque à l'équipe quand il est pas là. Ça marque pas. La galère. Après là, il est revenu, mais c'est pareil, on lui offre pas beaucoup de ballons. Enfin, voilà, je trouve que Leandro, personnellement, moi, je trouve que c'est peut-être pas Stéphane le problème, c'est qu'en fait l'équipe, au final, elle a été mal construite. Les choix ont pas été bons, tu vois, même Gomis, Gomis au goal, Ils sont pas en train un peu de payer aussi la Ligue des Champions, qui on sait demande beaucoup d'énergie mentalement et physiquement, et après on sait qu'il y a un creux dans. Ouais, mais c'était bien repris après, tu vois, c'était pas trop mal repris en décembre. Parce que justement ils étaient pas en mode sur-régime, et là ils sont encore en train d'un peu de payer. Moi j'ai l'impression que c'est physiquement que Rennes ça va pas trop, quoi. C'est pas d'arrêter. Mais physiquement je les sens pas au top. Je sais pas trop quoi expliquer. Je pense que vraiment, personnellement moi je reste sur le côté mercato qui a pas été bon. Enfin, au final cette saison, c'est les seuls joueurs que tu retiens un peu côté nantais, c'est côté rennais. Pardon, là je vais me faire taper sur les doigts. C'est Adrien Truffert, tu vois, qui pointe le bout de son nez, qui est plutôt intéressant, et puis pas grand chose. Là je regarde le 11 d'hier, c'est tout, quoi. Même Kamavinga qui avait commencé fort, et après logiquement à 18 ans il a des coups de moins bien. Mais tu vois, par Truffert, t'as pas grand monde à retenir cette saison. T'as peut-être Benjamin Bourigeaud un peu comme d'habitude, mais hier, quand tu dis que Jonas Martin est titulaire, moi, sincèrement, je pense que, tu vois, j'écoute totalement ton avis, mais je pense qu'on est arrivé à une fin de cycle et qu'il faudrait changer de coach à Rennes, parce que j'ai l'impression que le message de Stéphane, passe plus forcément trop. Certes, tu vois, genre, il y a ce côté mercato qui a été touché, mais je pense que même les jeunes, etc., quand on voit qu'ils donnent pas forcément la chance à des mecs qui finissent par signer en Bundesliga, etc., et que, je sais pas, moi je suis pas si fan que ça. Aussi en privé, si tu donnes du temps de jeu à Reuter qui voulait déjà partir à Hoffenheim, bon, tu vois, t'as aussi ce côté-là, tu vois, Ouais, non, mais ouais. Le seul point négatif où là je te rejoins, c'est plus pour Yann Gbo, que je trouve qui est complètement sorti qui est complètement sorti de son idée de jeu, on va dire, ou de ses groupes. Peut-être là où je te rejoins, je comprends pas trop pourquoi il joue plus, tu vois, et je me pose un peu des questions. Ça me chagrine un peu, on va dire, mais le reste, tu vois, genre Truffert, il a fait jouer, et au final, il gagne sa place à la place de Fetou Mawassa. Là, ils ont eu quand même pas mal de blessés aussi, mais je sais pas, Maxime, on t'a pas entendu là-dessus, je sais pas si t'as un avis vraiment tranché sur Rennes, mais... Non, mais voilà, moi je partage encore une fois ton avis. Décidément, je suis beaucoup d'accord avec toi aujourd'hui. Non, mais ouais, surtout le mercato rennais, Florent Maurice, on l'a beaucoup loué, mais c'est vrai qu'il a quand même pas mal de saucisses à Lyon
un mec comme Andersen où t'as été posé 25 millions, bah ça c'est pas vrai payant. Des Youssouf Koné, même là Martin Terrier il l'a fait revenir à Rennes. Ouais. On s'entête avec des joueurs, je sais pas. Non, mais après moi je pense que Julien Stéphan doit rester. Enfin, pour prendre qui en fait? Pour faire quoi à cette période de la saison? Mais après, la question pourrait se poser et encore, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est souvent remis en question. Alors que, enfin voilà, j'ai l'impression que voilà, est-ce que, enfin beaucoup se posent des questions sur lui alors que il a quand même emmené Rennes au 8e d'Europa League, quoi. Il les a emmenés en Ligue des Champions. Il leur a fait gagner un titre. Enfin, il a un peu tout fait à Rennes, tu vois, genre. Non, mais il y a que le public qui se pose vraiment des questions sur Julien Stéphan, parce que. Mais non, mais même des journalistes, tu vois, même des journalistes. Je sais qu'il y a des confrères qui ont beaucoup de mal avec lui. Il a la confiance des propriétaires. Laisse tomber. Pour eux, ils sont fans de lui. Donc là, pour l'instant. Je sais pas qu'on. Moi, tu vois, ça aurait été un mec. Vraiment en odeur de sainteté à Rennes. Donc bon, moi, à mon avis, ils vont pas le virer avant la fin de l'année et je les vois même continuer avec lui l'année prochaine. Moi, tu vois, apprécié. Doumam, c'est un mec que je verrais bien débarquer à Montpellier, par exemple, tu vois. C'est un coach c'est un coach que je verrais bien débarquer à Montpellier. Non, avec les Nicolin, ça passerait pas, je pense pas. Mais même c'est pareil, Julien Stéphan, quel intérêt il aurait, grosso modo, à quitter Rennes, avec qui il a joué avec des champions, où il est encore en course en Ligue Europa. Enfin, voilà, j'ai du mal à l'imaginer ou à me dire pourquoi il quitterait le Stade Rennais. Enfin voilà, pour l'instant ils sont 5e de Ligue 1, ils sont en course pour la Ligue Europa. Là il y a un coup de moins bien, comme l'a dit Doumam, ils ont joué avec des champions. Tu vois, je pense que t'as un peu de tout, mais faut voir, je pense, à la fin de la saison. Ouais. Faut voir aussi Florent Maurice comment il va rebondir après ses échecs, parce que. Par contre, je suis d'accord avec vous sur comment il s'appelle? Terrier. Ah, Terrier, ouais. Terrier, c'est une énigme. Moi, je croyais que c'était vraiment un bon joueur, ce mec. Mais tous, là, tu vois, genre Gomis, c'est une énigme. Gomis cette année, c'est une énigme. Tu vois que même pendant un moment, Romain Salaire est venu titulaire. T'avais eu Rogani, d'Albert, c'est une énigme aussi. Bon, je trouve qu'on se répète beaucoup. Alors pour stopper un peu ce débat, je vous apporte une petite info. Willy Sagnol, le nouveau sélectionneur de la Géorgie. Voilà. Qui c'est? Qui ça? Je voulais passer au sujet suivant. Qui ça? Willy Sagnol. Ah ouais? Merci Maxime. Ouais, t'as raison. On va peut-être arrêter. Mais après, c'est comme tu veux. Tu veux tout de suite, tu veux passer à ce Marseille-Bordeaux qui t'a fait énormément de bien. Non, mais je veux passer à Yacine Adli. Allez, c'est parti. Yacine Adli. Parlons direct. Allez, on va passer à ce Marseille-Bordeaux, mais pour revenir à ce Marseille-Bordeaux, il n'y a pas grand-chose à dire. Maxime, parle-nous de Yacine Adli, qui s'est pas illustré sur le terrain cette fois, mais en après-match. Exactement, en après-match, qui a eu un discours plein de lucidité et de sincérité, sans langue de bois, en conférence de presse, qui a tout simplement dit que oui, Bordeaux avait conservé son invincibilité en faisant 0-0 contre l'Olympique de Marseille, mais que lui aurait préféré perdre ce match et finir européen. Mais ce qu'il a surtout dit, c'est que dans cette équipe bordelaise, ils étaient Bordeaux et qu'ils devaient aspirer à viser plus haut et gagner des matchs, notamment quand ils jouent à 11 contre 9. Mais que au sein de cette équipe bordelaise, il y avait beaucoup de joueurs qui allaient partir à la fin de leur contrat, à la fin de la saison, et qui ne sentaient pas une osmose et une ambiance un peu propice au travail pour pouvoir performer les week-ends. Donc c'est un discours vraiment cru, mais qui fait du bien, parce que dans une Ligue 1 et même en France où les cours de média training maintenant pullulent dans les centres de formation, on a un discours de plus en plus aseptisé. Là, d'avoir quelqu'un qui pas naïvement, parce qu'il était vraiment conscient de ce qu'il disait, quitte à se faire taper sur les doigts aujourd'hui, je pense. Je pense que Frédéric Longuepé n'a pas aimé. Non, mais voilà, il a tiré la sonnette d'alarme et il a raison, parce que ce qu'a proposé Bordeaux, pour rappel, en première période, il s'est rien passé. Voilà le résumé. Seconde période, Marseille a quelques occasions, Bordeaux tape le poteau, mais surtout, Marseille prend 2 rouges par Balerdi et Benedetto en l'espace de 5 minutes. Bordeaux joue quand même à 11 contre 9 pendant plus d'une demi-heure, et Bordeaux ne s'est pas créé d'occasion franche. C'est grave. C'est honteux, hein. Non, c'est grave. Même honteux, là. On peut en
parler. Hein. Non, mais sincèrement, les seules occasions. A rien fait pour vouloir gagner ce match. Hein. C'est ça qui est peut-être le plus grave dans cette histoire. C'est que Jean-Louis Gasset a fait pas mal de bonnes choses à Bordeaux depuis qu'il est arrivé. Il leur a donné confiance. Il a réussi à gagner des matchs, etc. Mais là, quand t'es à 11 contre 9 pendant une demi-heure, tu dois faire l'effort d'aller chercher un match comme ça, qui est offert au final, parce que Marseille fait un match dégueu. Balerdi a été récompensé, on va dire, de ce match horrible par un carton rouge qui peut être sévère pour certains. Benedetto aussi. Non, mais Balerdi, je peux comprendre que certains le trouvent sévère. Même s'il annule une action de but, hein, on va pas se mentir. Audin file au cage, il lui arrache le maillot et Audin tombe, il joue bien le coup et à rouge. Mais moi, je pense que sincèrement, genre le rouge. 5 minutes après, Benedetto qui pète les plombs mais complètement, qui abandonne son équipe de manière incroyable. À 9 contre 11, tu dois au moins te créer une occasion. Et au final, qu'est-ce que t'as eu? T'as eu Hatem Ben Arfa, enfin la parodie d'Hatem Ben Arfa sur le terrain. Qui a voulu jouer tout seul pendant une demi-heure, qui a voulu forcer les décisions tout seul à faire des frappes de loin qu'on finit dans les tribunes du Matmut Atlantique. C'était j'ai même pas les mots pour décrire la bouse que Bordeaux nous a servi pendant une demi-heure. Moi, enfin, il y a plusieurs points que je voudrais venir là-dessus. Premier point, le rouge de Balerdi. Pourquoi je pense maintenant, avec le recul du match, qu'il est bien donné? Je pense que c'est totalement parce que de une, il annule une action de but, donc voilà, certes il y a d'autres gens, mais c'était déjà, je pense, pour le punir par rapport à tout ce qu'il avait fait. Et là, c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Cette embrouille bidon là avec Costil en première mi-temps. Enfin, déjà, il aurait dû se prendre un jaune à ce moment-là, tu vois. Et non, mais c'est un tout. Mais je pense que c'est un tout. Exactement. Que ce soit sévère. Après, personnellement, d'une manière objective, extérieure et objective, je trouve que le carton rouge y est. Hein. Non, mais voilà. Il est au cage, même s'il est pas dernier défenseur, Camara il peut pas le rattraper parce qu'il est côté gauche. Enfin voilà. Donc, mais après, tu vois. Après, ce que je voulais dire, c'était pourquoi j'ai un peu de compréhension pour Gasset. Je pense que la direction ne voulait pas perdre ce match à tout prix, parce que j'ai l'impression qu'à Bordeaux, le Bordeaux l'OM, c'est le classico des classicos, affiche Ligue des Champions. T'as l'impression que c'est le classico, mais que à domicile, parce que c'est avec 40 mais c'est ça. Ils ont pas perdu. Mais ça veut dire que là, à 9 contre 11, donc en fait, un 0-0, en fait, ils étaient contents parce qu'ils avaient pas à se prendre de but. Sauf que à 9 contre 11, l'OM a une occasion, on va dire, par Valère Germain, qui envoie une frappe dans les tribunes, mais justement, mais c'est ce que tu viens de dire. Pour Bordeaux. Mais c'est ce que tu viens de dire. Pour moi, je pense que pourquoi il a pas voulu tout mettre à l'offensive, parce qu'il a vu qu'en jouant comme ça, avec le bloc qu'il avait, avec, tout le match, il a été horrible. À 9 contre 11, ils arrivaient à se faire dominer d'une manière offensive. Genre, il y avait plus d'action côté marseillais que bordelais. Donc, tu voulais vraiment que Gasset, à 9 contre 11, sortent je le dis, sortent peut-être de les défenseurs ou des choses comme ça pour mettre tout à l'attaque. Quitte sortir Ben Arfa. Hein. Non, mais quitte à risque. Non, mais là, c'était un risque de perdre le match. Donc, s'il aurait tout mis à l'offensive, il aurait perdu quoi? Il aurait perdu l'invincibilité, il aurait perdu la rencontre dans un match à 9 contre 11. Donc, ça aurait été pire, je pense, que ce qu'il a pu proposer là, tu vois. Après, c'est mon point de vue, tu vois. Claire, mais certes, je suis d'accord que c'était une bouse énorme ce qu'on a vu. C'était vraiment indéfendable. À un moment donné, Hatem Ben Arfa, certes, c'est le joueur que c'est, il aime bien proposer, etc. Mais à un moment donné, c'est plus être gourmand et non, mais lui, il a carrément abusé hier. Franchement, je crois que j'ai failli être vulgaire, mais il a proposé de la bouse en boîte là. C'était fou. C'était dans sa tête, c'était je vais décider ce match, tu vois. Et après, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ce match, tu vois, cette fin de match, elle résume pour moi ce que sont les Girondins de Bordeaux. Non, je veux plus parler de Bordeaux. De ce que sont les Girondins de Bordeaux quand même depuis la reprise par King Street et ensuite tout ce processus-là. C'est un club qui, vraiment n'a pas d'ambition, quoi. Quand tu vois la déclaration en fin de match de Laurent Koscielny qui, mec, t'es vice-champion d'Europe, t'as joué Arsenal, tu te satisfais, parce que pour lui c'était pas un mauvais résultat, tu te satisfais d'avoir fait match nul contre une équipe marseillaise qui est au fond du seau, qui n'a pas gagné depuis 6 ou 7 matchs en Ligue 1. À 9 contre 11, tu te satisfais de ça. Et les supporters, mais tu te dis quoi?
Les mecs. Non, mais c'est 0-0 contre l'OM. À 9 contre 11. À 9 contre pendant une demi-heure. Les mecs. Faut quand même le rappeler. Non, mais ce matin, ils se sont dit quoi, les mecs? Ils se sont pas dit, bien joué, 44 ans. 44 ans. Ils en ont rien à foutre, hein. Et comme a dit Adli, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Oh, ouais. Plaisir à qui? C'est se palucher sur un passé que, tu respectes même pas, quoi. Après, le problème, c'est que nous, tu vois, on n'est pas bordelais. Enfin, je pense qu'on ressent pas les choses de cette manière-là, parce que moi, les supporters bordelais, même à Bordeaux, ils étaient pas contents. De tout ce qu'on a vu sur Twitter, j'ai l'impression que tous étaient dégoûtés de l'issue du match. Non, mais ils étaient dégoûtés de l'issue du match, mais on est bien d'accord, les mecs, qu'avant le match, tout le monde était là en mode, 44 ans, qu'on perd pas, machin. Alors qu'on s'en bat les, parce que c'est le jeu. Mais on s'en branle, clairement, des 44 ans. Ouais, non mais je parle en avant-match, tu vois, genre, je trouve qu'on donne une importance à un truc qui sert à rien. 44 ans, c'est énorme. Imagine Montpellier pendant 44 ans, il gagne pas à Nîmes, t'en parleras. Mais mec, ça fait 3 ans que les matchs sont horribles. Plutôt que de vouloir se dire, on est invaincu. Tu vois ce que je veux dire? Il faut plutôt se remettre les idées en place et dire, certes, ils nous gagnent pas, mais on arrive à rien proposer à chaque fois qu'on joue contre eux. Pourquoi t'es heureux, genre, enfin, pour moi, il y a aucun sens, genre, clairement. C'est un match dans l'année, tu te félicites d'un match ça fait 44 ans qu'ils se félicitent d'un match dans l'année, genre. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu bafoues une certaine histoire avec Laurent Blanc, mais plus globalement, c'est que là, clairement, Bordeaux, ça va pas bien depuis quelques temps. Les supporters, ils peuvent se raccrocher aux peu de choses positives qu'il y avait. Cette invincibilité avant ce match-là était l'une des rares choses un peu agréables, on va dire, dans la saison de Bordelais. C'était de savoir qu'en gros, à chaque fois que Marseille arrive, généralement avec les supporters, t'as quand même une bonne ambiance, c'est l'une des plus belles affluences de la saison. Tu vois, t'as des fumigènes dans les stades et tout. Hier, t'as rien de tout ça parce que la crise épidémique fait qu'il y a aucun supporter. Mais du coup, en avant-match, t'as les supporters qui viennent entourer le bus de fumigènes, etc. Mais sur le terrain, au final, la meilleure action, c'est les supporters. T'as le poteau de Wang quand ils sont à 10 contre 11, quand Marseille est à 10. Mais pendant une demi-heure, tu proposes rien quand t'as 9 personnes devant. Enfin, quand t'as 9 adversaires en face de toi, c'est honteux, hein. C'est vrai que c'est honteux. Il faut pas oublier que dans les 9, il y avait Dieng et Perrin, quoi. Ouais, et puis tu sors Thauvin pour faire rentrer Perrin. Tu sors Thauvin, donc ta seule menace offensive côté Marseille, c'était Valère Germain, qui, on n'a pas trop parlé, mais horrible, horrible. Je l'ai pas l'air dit parce qu'il rate un contre un incroyable, mais en gros, ta seule menace, c'est Valère Germain, donc c'est quand même pas. C'est vrai que tout part de Non, mais tu peux cadrer Valère Germain avec Koscielny et Bass, et par exemple, permettre à tes latéraux de monter un peu plus. Bon, le latéral, c'était pas Youssouf Sabaly qui était pas là, c'était Enoch Kouateng et Benito. Mais enfin voilà, au final, en fait, l'endroit, ce qui est le plus choquant, c'est qu'au final, à 9 contre 11, alors que, en gros, même si t'attaques à 9, tu peux faire des différences, ou à 8, tu peux faire des différences, parce que tu seras au même nombre. Et au final, là, Gasset, il a même pas demandé à ses latéraux de monter, t'avais aucun mouvement. En gros, c'était passer la balle à Ben Arfa, il se démerde tout seul, sauf que Ben Arfa, hier, il est catastrophique, il est pas dans... Ben Arfa est catastrophique, Adli est catastrophique. Enfin, il y en a eu beaucoup des catastrophiques. Mais ça prouve qu'en gros, Bordeaux joue sur deux personnes, quoi, sur des qualités personnelles de deux personnes. Mais là, à 9 contre 11, 11 contre 9, t'es pas capable de te créer une seule occasion de but, c'est quand même très très grave, et ça prouve que Gasset, il a eu aucune ambition sur ces 30 minutes. Ouais, moi je reste... Excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Je pense que, comme Maxime l'a dit tout à l'heure, Adli, en fait, j'espère qu'il va pas se faire taper sur les doigts. On va maintenant regarder un peu les prochains groupes et les prochains matchs de Bordeaux pour voir en espérant qu'il n'y ait pas de sanctions par rapport à lui. Mais je pense qu'en fait, déjà lui, il sort d'un match où il n'est pas terrible. Ensuite, il essaye d'expliquer et de donner des explications justement à tout ça. Et on voit que c'est lui pour un mec offensif. Le plus lucide sur la situation. Et je pense qu'en fait, tout ça, forcément, joue sur le mental et sur le moral de l'équipe, avec ce qu'il dit, avec le fait qu'il y a des conflits en interne, des conflits en externe, qui va acheter le club, les mecs en fin de contrat, tout ça, ça joue. Et là, donc, effectivement, t'es même pas capable à 11 contre 9, alors que normalement Gasset c'était un entraîneur qui proposait du jeu. À 11 contre 9, t'es pas capable de battre l'OM. Donc à mon avis, et c'est vrai que c'est rafraîchissant de voir un joueur qui vient et qui dit la vérité, qui dit un peu ce qu'il pense,
en conférence de presse. Donc il a tout dit. Et c'est vrai qu'il faut le saluer pour ça. Ouais, non, mais après, franchement, en tout cas, c'était une belle pub pour la Ligue 1 et le retour sur Canal+. Ce match-là, franchement, là, il y a Vincent Bolloré qui est bien content d'avoir mis 30 millions pour récupérer la Ligue 1. Hein. Oh, c'est vrai que pour une première pub, là, c'était pas fou. Hein. Il y a le Classico déjà qui était pas ouf la semaine d'avant et à ça maintenant. Enfin voilà, je pense que je pense qu'on peut terminer là-dessus. Hein. Non mais non mais je pense que ce résultat-là, Bordeaux risque de s'en mordre les doigts et que les supporters vont pas l'oublier de sitôt. Hein. Enfin, de l'impression globale que j'ai et quand on regarde un peu, tu vois les réactions, c'est un match nul très amer, mais limite je pense qu'ils auraient préféré perdre ce match avec un contre que de faire 0-0 en proposant rien pendant une demi-heure, parce que pour le coup c'était vraiment vraiment horrible. Enfin voilà, Leandro, comme d'habitude, qu'est-ce qui se passe après avoir débriefé toute la journée ? Je crois qu'on passe à l'équipe type. Ouais, et figure-toi que tu peux remercier Maxime pour celle-là, parce qu'il n'y avait pas de Nîmois au début. Oh, jure, c'est Max. Max, je t'aime, je te le dis en live. C'est Max qui m'a dit, attends, il manque un Nîmois. Après, bon, il y a eu beaucoup de discussions, parce qu'on va revenir sur des choix. Il y a eu un petit, c'est pas grave, Leandro, il fera la tête, Ouais, il m'a dit, c'est pas grave, Leandro fera la gueule, il y en a pas de Nîmois, mais on a fini par en caler, quand même. Alors, normalement, on a un peu contenté tout le monde. Okay. Dans les cages, on commence par Jonas Omlin. Ah, bien, Omlin, bien. Première fois de la saison. Non, c'est bien, ça fait plaisir. Eh oui. Merci. À droite, on retrouve Jonathan Klaus qui sort une passe décisive du coup face à Reims. En défense centrale, alors Alex Djikou a eu longtemps sa place et après franchement 20 minutes de négociation, on a finalement mis Andrew Gravillon pour faire plaisir à Maxime parce que la semaine dernière on l'avait déjà pas mis. Donc on retrouve Andrew Gravillon et Brendan Chardonnay, donc le Stade Brestois qui a fait 0-0 contre Lille. Et en grande partie dû du coup à sa défense centrale, et on a mis en lumière Brendan Chardonnay, auteur d'un gros match face à Joe David. Donc voilà, et à gauche, Leandro, un Nîmois. Birker Milling. Voilà, auteur d'une passe D. On a failli l'oublier, mais finalement il est bien là. Est-ce que t'es content déjà ? Ah bah écoute, le prince est là. Et on a trop de princes nordiques, donc vraiment, vive les pays du Nord, vive le Danemark, la Suède. Il y a beaucoup de princes, ouais, c'est ça. Ah ouais, gros, j'ai l'impression d'être dans Game of Thrones. Ensuite, on passe au milieu de terrain, donc c'est un 4-2-3, je l'ai pas dit. On retrouve, alors, personnellement, je crois que c'est deux joueurs qui s'apprécient pas tant que ça, mais ça fera un beau milieu de terrain, c'est Leandro Paredes et TJ Savanier. Le FC Castagne. C'est beau ça. Ouais, le FC Castagne et le FC on aime jouer au ballon quand même. Deux mecs qui auraient pu finir à la UFC. Ouais, mais c'est des mecs de ballon quoi, c'est des mecs qui jouent au football hein, faut quand même le dire. Hein. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien moi, les deux là, l'association ça peut être vraiment pas mal. Merci Douma, heureusement que t'es là. Ensuite, ailier droit, Maxime. Ludovic Blas. Oui, évidemment. Yeah. Là, j'avais pas trop le choix. C'est là, si je passe à côté de celui-là, je pense que je me faisais taper sur les doigts. Ensuite, en tant que meneur de jeu, on retrouve Adrien Thomasson, auteur d'un doublé, qui est en grande forme cette saison et qui adore jouer contre Metz. Il avait marqué l'année dernière, cette saison, match aller. Et encore là. Et enfin, en tant qu'ailier gauche, un revenant, Denis Bouanga, qui a retrouvé un peu de couleur ces derniers temps. À qui on passe le bonjour, parce qu'il a liké notre post sur Twitter. N'hésite pas, mec, si tu veux faire une interview. Un ancien Nîmois quand même. Faut quand même le dire, ancien Nîmois. Donc après Denis Bouanga, on retrouve Terem Offier en pointe. Voilà, pour le féliciter de cette belle prestation et de ses buts. Voilà, on a fait le tour de cette 25e journée de Ligue 1. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on retrouvera jeudi un podcast de débrief de ce match de Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone. Normalement, il y aura tout le monde. Peut-être pas Maxime, à voir s'il sera disponible et à voir quand on le fait. Si on le fait mercredi ou jeudi. Si on le fait mercredi ou jeudi, ça dépendra si je me remets de ce match-là avec Doumam. Voilà, en tout cas, merci à vous de m'avoir accompagné. Merci à toi, Leandro. Merci beaucoup. Hein. Je te dis pas bonne semaine, je te dis à mercredi ou à jeudi du coup. Ouais, avec grand plaisir. Même si on le fait jeudi, je serai là.
Ouais, et puis on peut dire que tu animeras aussi les réseaux sociaux pour cette belle soirée de Ligue des Champions. Ça fait plaisir de la revoir quand même. Bien évidemment. Dès demain, petit live tweet du match. Mardi, on n'en a pas encore discuté, mais je pense... mercredi, on n'en a pas encore discuté, mais je pense qu'on fera Séville-Dortmund. Donc voilà, avec grand plaisir. Comme ça. Tu sais qu'il y a Marseille-Nice en même temps. Hein. Ah mais oui, c'est vrai, il y a de la Ligue 1. J'avais oublié. Non mais ouais. En tout cas, de toute façon, comme on le dit très souvent, si les gens veulent parler à Made in Foot, c'est très souvent à toi qu'ils ont affaire sur notre compte Twitter. Bien évidemment. Et puis on fera intervenir des gens dans les prochains podcasts. Donc tous ceux qui souhaitent participer, n'hésitez pas à venir me contacter directement dès. C'est ça. Maxime, toi, on te retrouvera dès demain soir pour le résumé vidéo du match. Exactement. Soyez au rendez-vous sur YouTube. Oh là, le petit rendez-vous. Et enfin, Doumam, merci à toi encore une fois d'être venu. Hein, Merci. Tu montes en puissance. Merci. Ouais, ça fait plaisir, merci. Ouais. Et donc, on se voit pour le match contre Paris-Barça, en espérant une belle victoire du PSG. Ouais, essaye de retrouver le sommeil. Je te sens fatigué là. Je te sens tendu. Je te sens tendu. Je suis tendu. Je suis pas bien du tout. Franchement, vraiment pas bien. Vraiment, je me sens pas bien. Donc demain, moi, live tweet, il y aura pas de live tweet. Hein. Je serai devant la télé comme un fou. Et après, on pourra parler après si vous voulez. Ouais, pas pendant. Là, ça va être. Pas pendant. Là, trop de pression. Focus. Ah ouais. D'accord, ça marche. Eh bien, merci à tous et puis bonne soirée. Voilà. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Ciao. Ciao.